Salut, moi c'est Rémi, j'ai 20 ans et je suis entrepreneur. En début d'année, j'ai créé ma propre marque de e-commerce et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer comment je ferai, comment je m'y prendrai pour pouvoir à nouveau créer une marque en seulement 30 jours. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment et quelles étapes appliquer afin de toi aussi créer ta propre marque de e-commerce en 30 jours. Donc comment ça va se passer? C'est simple. J'ai réussi à tout découper et à tout synthétiser en 6 étapes clés plus une étape bonus. Donc en 7 étapes au total. On ne va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer tout de suite. Je prends mon stylo. Tac. Première étape, c'est simple. J'aurais donc, si je devais créer ma propre marque en 30 jours, j'aurais choisi déjà un marché. Donc la première étape, ça va être de choisir le marché. Alors ça va être une étape qui est cruciale puisque ça va déterminer où je vais être pendant les prochains mois, à qui je vais devoir m'adresser. Ça va être vraiment une étape où il va falloir consacrer vraiment beaucoup de temps puisque c'est crucial et il ne va pas falloir se tromper. Et si on se trompe, il va falloir vite le comprendre et surtout changer de marché. Voilà. Donc, je vous affiche tout de suite une phrase connue donc, de Warren Buffett qui, en gros, explique, qui dit que ce qui importe, ce n'est pas la force avec laquelle on va ramer, mais en fait, ça va être dans quel bateau on est. Donc, en l'occurrence, dans quel marché on est dans notre cas. Il y a un autre truc qui est connu aussi, c'est Don't play against the market. C'est une phrase connue en investissement trading. C'est vraiment, voilà, va pas falloir jouer justement contre le marché. C'est pour ça qu'il faut bien le choisir. Vous allez vous demander donc comment j'aurais fait pour choisir mon marché. C'est simple, j'aurais appliqué ces 4 étapes. Première étape, j'aurais trouvé une douleur. Alors, je m'explique. Tac, une douleur. Voilà. Je m'explique, c'est simple. En gros, quand on choisit un marché, la première étape, en général, on fait ça. Donc, ça s'applique pour des agences, mais ça s'applique aussi pour du e-commerce. Dans notre cas, on va devoir trouver un problème et trouver une solution derrière, donc notre produit. Je vous donne un exemple. Imaginons vous choisissez donc la niche donc des personnes âgées, donc le marché des personnes âgées. Donc vous vous posez la question, quels problèmes ont les personnes âgées? En général, elles ont mal au dos. Voilà, donc on a notre premier problème. Les personnes âgées ont mal au dos. Ensuite, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc, j'y pense tout de suite, là ça me vient. Il y avait un produit à un moment qui en gros, vous l'accrochez en fait derrière, il me semble que c'était une espèce de lanière un peu, et en fait ça soulageait les problèmes de dos. Donc, nous avons notre solution. Notre problème et notre solution. Voilà, donc ça pourrait être un exemple de ce qu'on pourrait vendre et ce qu'on pourrait aussi brander derrière, développer une marque. Donc voilà, on a notre douleur et après notre solution. Donc première étape, trouver une douleur. Donc ici, on l'a trouvé. Voilà. Ensuite, deuxième étape, ça, c'est très important. Écoutez bien, ça va être le pouvoir, vous connaissez, d'achat. Alors ça, on n'y pense pas tout le temps, on n'y pense pas forcément, puisqu'on part toujours du principe que les gens ont de l'argent, mais c'est pas tout le temps vrai, puisque ça va dépendre le groupe de personnes que vous ciblez, tout simplement. Je vous donne un exemple tout de suite. Alex Hormozy donne un exemple dans son livre qui, justement, il explique qu'il avait un pote à lui qui avait développé tout un système qui permettait donc d'améliorer les CV. Et en fait, donc il faisait sa promo de son système et il avait aucune vente, aucun achat. Et en fait, ça s'explique par le fait que les gens à qui il s'adressait, en fait, c'est des gens qui n'avaient pas de travail puisqu'ils voulaient améliorer leur CV, donc ils n'avaient pas d'argent, donc ils ne pouvaient pas se permettre de s'offrir ces services, tout simplement. Donc ça, c'est super important et il faut y penser. Donc en général, on dit que, je vous donne un exemple aussi dans le e-commerce, il ne faut pas trop s'adresser à des étudiants parce que les étudiants n'ont pas forcément. Si vous faites en fait du high ticket, si vous faites vraiment des produits chers et que vous vous adressez à des étudiants, ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, troisième étape, il faut il faut s'adresser à des gens, à un groupe de personnes facilement identifiables et ciblables. Identifiables. Tac. Faire une petite loupe.
Voilà, je n'ai pas la loupe. Voilà, donc je vous explique tout simplement. Si vous, imaginons, vous vendez un produit pour des bébés, pour des enfants, il va falloir en fait, quand vous allez faire vos ciblages au niveau des ads, vous allez mettre en gros, cibler les parents avec enfants. Donc vous voyez que ici c'est un groupe, votre client en fait est facilement identifiable et ciblable en fait derrière sur les plateformes pour, les ads. Voilà. Alexandre Mozy explique en gros aussi, il dit que voilà, si vous vendez un service ou un produit pour, imaginons, des docteurs et qu'en fait, avec vos ads, vous ciblez des infirmières, bah, ça va être compliqué d'avoir des ventes. Donc assurez-vous d'avoir un groupe de personnes, bah, assurez-vous que vos clients soient facilement vos potentiels clients soient facilement identifiables et ciblables. Enfin, quatrième et dernier point pour pouvoir choisir son marché, il faut trouver un marché en croissance. Voilà. Ça, c'est très important. Je fais un petit marché en croissance. Tac. C'est très important puisqu'en fait, ça va donc déterminer comment vous allez évoluer, si ça va être compliqué ou non. Donc, le mieux, en fait, il faut trouver un marché soit qui est stable ou un marché qui est en croissance. Ça, c'est encore mieux. Mais ne choisissez pas un marché qui se casse la gueule, puisque ça va vous rendre vraiment vos efforts beaucoup plus compliqués. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme Google Trends pour voir si le produit, pour voir si la catégorie de personnes que vous recherchez, c'est trendy ou non. S'il y a beaucoup de recherches, voilà. Et ça, focussez vraiment là-dessus parce que se foutre dans un marché qui se casse la gueule, c'est la pire chose à faire. Ça va juste, vous allez perdre du temps, de l'argent et ça va être très compliqué. Après, vous allez perdre confiance en vous. Vous allez vous dire, bon, écoutez, le e-commerce, c'est pas pour moi, j'ai pas réussi, machin, alors que c'est juste la faute du marché. Donc, faites vraiment attention sur le marché, trouvez vraiment un marché en croissance. Donc, étape numéro 2, voilà, donc j'aurais trouvé un produit, voilà, qui fonctionne déjà, tout simplement. Puisque on vous parle en fait souvent de product market fit, voilà. Je vais vous l'écrire là, donc de product market fit, vous avez sûrement déjà entendu ça. Donc en gros, pour faire simple, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'équation parfaite entre votre produit et le marché. En fait, ça va être trouver le produit winner, quoi. Donc on vous parle souvent d'essayer de trouver un produit avec un bon product market fit, mais là, on est en 30 jours, donc on n'a pas le temps de faire full recherche. Là, on va se focus sur des produits qui ont déjà fonctionné ou qui fonctionnent déjà. Donc pour ceci, on va utiliser donc des outils comme Minea, vous connaissez, comme le TikTok Creative Center. En gros, c'est la librairie de TikTok avec toutes les ads. Le Meta Ad Librairie. Voilà, Meta Ad Librairie. Et enfin, donc Pipi Ads, vous connaissez. Voilà, donc tous ces outils, il va falloir les utiliser pour vraiment trouver le produit, pour trouver les créas qui fonctionnent. Et si vous trouvez déjà des créas qui fonctionnent, vous allez avoir des produits avec un bon product market fit. Et voilà, ça c'est vraiment la première étape, c'est de vraiment utiliser ces outils. Vous trouvez des créas qui fonctionnent avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'impression. Et ensuite, dès que vous avez trouvé donc un produit qui fonctionne avec vos créas, un produit qui vous plaît aussi, il faut bien prendre en compte qu'il faut aussi choisir un produit qui peut être facilement brandé ou qui peut vraiment être, développer un esprit de marque en fait autour de ce truc. Je vous explique. Si vous prenez par exemple la fameuse brosse avec l'éponge au bout pour pouvoir nettoyer la vaisselle et que vous essayez de brander ce produit, ça va être beaucoup plus compliqué si vous faites du marketing d'influence avec des influenceurs, si vous taffez avec des influenceurs derrière et que vous essayez de les convaincre de promouvoir ce produit. Ça va être bien plus compliqué que si vous prenez par exemple, vous voyez iSmile, les espèces de bandes là pour pouvoir avoir les dents blanches. Bah, ça, pour pouvoir convaincre un influenceur de taffer avec vous et de promouvoir votre produit, ça va être bien plus facile. Et vous pouvez vraiment construire toute une identité de marque qui aura ça aura plus de gueule qu'une espèce
de produit qui est là pour faire la vaisselle vraiment avec une brosse, avec un truc qui tourne comme ça va être plus compliqué quand même. L'image de marque aura une meilleure gueule avec un produit comme iSmile plutôt que ce produit-là. Donc pensez bien à ça quand vous faites votre phase de recherche de produit. Les points les plus importants, c'est ça, c'est vraiment un produit qui génère de l'engagement, un produit qui vous plaît aussi, et ensuite un produit voilà, qui peut être bien brandé avec une belle image de marque autour. Voilà, essayez de vous projeter en fait, savoir si le produit, voilà, vous pouvez développer toute une gamme derrière, toute une niche dans ce truc-là. Voilà, donc ensuite, moi, en fait, pour trouver des produits, je me concentre sur deux aspects, en fait, je choisis selon deux trucs. Premièrement, je regarde si c'est un produit qui, en fait, comme on a dit sur les marchés, en fait, qui soulage une douleur, ou si c'est un produit qui, le fameux effet waouh, en fait. Genre, comme disent les ricains, le shiny object. Donc, l'effet waouh en mode, oh, c'est un produit celui-là il me le faut. Genre, typiquement avec les lampes qui se vendaient, c'était vraiment des achats impulsifs en fait. Ça génère vraiment des achats impulsifs. C'est ce truc de dire, ah ouais, c'est trop stylé, il me le faut, mais au final, ça va pas réellement me servir, mais c'est trop stylé. Donc, moi, je me concentre pour trouver des produits, je me serais concentré vraiment sur ces deux aspects-là. Soit un produit qui soulage une douleur ou soit un produit qui a un effet waouh. Donc maintenant, étape numéro 3, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais donc développé mon produit dans un autre pays, tout simplement. Pourquoi faire ça? Pour simplement avoir le monopole en fait sur le marché et avoir le plus de clients possible. Voilà. On va revenir un petit peu à l'étape 2. Donc, une fois que vous avez votre produit, selon les critères que j'ai cités précédemment, donc une fois que je choisirai mon produit, je regarderai en fait dans quel pays les concurrents vendent le produit, dans quel pays les concurrents mettent leurs ads, en fait. Et à partir de ça, donc, je ferai une liste de tous les pays qui me restent et j'irai dans les pays qui, selon moi, me semblent le mieux. Donc, parmi ceux-là, il y a donc l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, quand je dis Angleterre, pardon, c'est Royaume-Uni, hein. Voilà, on ouvre plus grand. Donc, Royaume-Uni. Voilà. Tac. Donc, ça va être Royaume-Uni et Allemagne. Tout simplement puisque, donc, de mon expérience, j'ai essayé plein de pays. Donc, j'ai essayé la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, la Suède et d'autres, que ce soit pour des lancements possiblement de marques ou plutôt des shitty products. Mais de mon expérience et de celle de mon équipe, on a eu beaucoup plus de résultats au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc je pense que c'est dû aussi par rapport à la barrière de langue, puisque on faisait forcément des meilleurs textes en marketing, on parle beaucoup plus allemand ou anglais que polonais, par exemple. Donc nos textes marketing étaient, je pense, mieux faits, on comprenait mieux la langue, donc forcément, je pense qu'on avait des meilleurs résultats. Je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit dû à ça. Donc ça, c'est les pays que je peux vous conseiller, donc le Royaume-Uni et l'Allemagne. Essayez ces produits, si ça marche pour vous, ce sera cool. Mais sinon, dites-vous que vous pouvez en fait développer dans n'importe quel pays. C'est pas vraiment une barrière, mais pour moi, c'est les pays les plus simples avec lesquels j'ai pu travailler. En fait, vous devez comprendre que quand vous allez choisir votre pays, en fait, vous devez choisir votre pays, c'est en fait avoir votre starving crowd. C'est Hormozy qui dit ça. En gros, c'est votre foule affamée. Ça veut dire foule affamée. Et il donne un exemple assez cool par rapport à ça. C'est qu'il parle, en fait, il dit qu'il y a un prof de marketing qui, en gros, demande à ses élèves et il leur dit, en gros, voilà, vous avez un stand de hot dog, imaginons, et selon vous, pour avoir la meilleure offre possible, pour avoir le plus de ventes possible, qu'est-ce que vous devez avoir? Et donc, apparemment, il y a tous les étudiants qui disent ouais, donc des prix imbattables, les meilleurs hot dogs,
le meilleur endroit, là où il y a le stand de hot dog. Et en fait, donc le prof apparemment les laisse parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Et il répond tout simplement, à la fin, quand il y a un silence, il répond A starving crowd, une foule affamée. Et en gros, ça veut dire, là l'explication elle est très cool, c'est que vous pouvez avoir les prix les plus chers, les hot dogs les plus dégueulasses, l'endroit le moins avantageux pour pouvoir vendre vos hot dogs. Si vous êtes à côté d'un match de foot qui se finit et vous avez donc toute la foule après le match de foot qui viennent vers vous, vous allez avoir quand même des ventes en fait. Vous allez avoir full vente parce que voilà, vous avez votre foule affamée en fait qui sort tout juste du match de foot. Et ça, c'est la leçon en fait que vous devez en tirer. En fait, vous devez juste arriver à avoir cette foule affamée. Et ça, c'est un exemple que je trouve très cool. Étape numéro 4. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais fait à l'étape numéro 4? J'aurais créé ma Grand Slam Offer. Voilà. Alors, écoutez bien l'étape 4 parce que ça va être l'étape la plus importante. En fait, ça va être l'étape de conception de votre offre et c'est là où vous devez être imbattable. Je m'explique déjà qu'est-ce que c'est une Grand Slam Offer. C'est comme ça que Alex Hormozy appelle une offre qui détruit la concurrence, la meilleure offre avec la meilleure valeur, enfin vraiment la meilleure offre possible. Donc ce que j'appelle une offre, ça peut être donc dans le cas de notre produit, vous savez, vous avez des fois des offres avec des bundles. Donc il y a aussi la fameuse offre aux US, le one buy, one free. Voilà, donc tout ça, il va falloir créer en fait une offre de malade. Mais surtout, ça passe par la valeur, donc ça passe par notre produit. Voilà. Donc déjà, je vous affiche cette phrase. Voilà, cette phrase d'Alex Hormozy qui le marque partout. Donc, make people an offer so good they will feel stupid saying no. En gros, voilà, vous comprenez le sens de la phrase. Donc cette phrase, elle résonne dans la tête de tout le monde parce qu'elle est vraiment très intéressante en fait. En fait, ça vous permet de comprendre l'importance d'une offre, que ça soit dans une agence ou que ce soit dans le e-commerce aussi. Donc en gros, vous devez comprendre que, bon ça c'est logique, mais vous avez deux gros problèmes quand vous êtes e-commerçant. Vous avez un problème, premier problème, ça va être que vous n'avez pas assez de clients. Voilà. Et vous avez donc un deuxième problème qui va être que vous n'avez pas assez d'argent. Voilà. Jusque-là, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça. Mais je vais vous donner une solution maintenant à ces problèmes. Donc la solution à ça va être en fait d'améliorer la valeur de votre produit pour maximiser combien vous faites. Voilà. Combien vous faites par client. Elle est là la clé. Et donc ça, améliorer la valeur, donc ça passe par l'offre. Donc pour que vous compreniez en fait qu'est-ce qu'une offre, il faut que je vous explique Donc en fait pour que je vous explique qu'est-ce qu'une offre en détail, que vous compreniez en fait toute la profondeur du truc, il faut que je vous explique déjà, que je vous rappelle ce que c'est ce qui se passe quand un client vous fait un achat en fait, tout simplement. Parce que voilà, on va dire qu'en gros ça c'est vous, tac, et ça c'est votre client. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un client fait un achat qu'il achète votre produit et qu'il fait un achat sur votre site web? Tout simplement, hop, il vous envoie de l'argent et vous lui retournez donc de la valeur via votre produit. Voilà. Donc, en fait, simplement, votre client, voilà, ça, c'est toujours votre client. Donc, en fait, simplement, ça, c'est toujours votre client. Voilà. Il est dans la situation, ça c'est le moment où il n'a pas le produit. Donc on va, attendez, on va
Tac, je vais mettre genre là, il n'a pas le produit. Tac. Et ça, c'est votre client, tac, genre avec le produit. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Donc imaginons ça, c'est un produit. Là, il a le produit. Voilà. Et si on est toujours dans le cas où, imaginons le client, ce produit en fait va résoudre une douleur ou va résoudre un problème qu'il avait, bah, il va être content, il va moins avoir mal. Et donc ça, c'est votre client après en fait, avec ces problèmes qui vont être résolus après avoir reçu donc le produit. Et en fait, quand on fait un lien entre ces deux états, et ben le lien entre ces deux états, ça s'appelle donc c'est ça qui va nous faire de l'argent, tout simplement. Donc en gros, c'est ça. Ça, c'est le truc de base à comprendre, c'est que on parle d'un échange à la base. Et en fait, pour maximiser, nous, notre profit, pour maximiser l'argent qu'on fait, eh ben, il va falloir, pour pouvoir, comme je vous le dis, maximiser, en fait, il va falloir développer la valeur de votre offre, de votre produit. Il va vous falloir vraiment développer la valeur de votre produit. Donc, je vous mets tout de suite un truc que dit tout le temps Charlie Morgan. Vous voyez ici qu'il dit en gros que l'argent, il est créé quand la valeur est créée. La valeur, elle est créée quand la douleur, elle est résolue, en gros, quand la douleur, elle est plus là. Et la douleur est enlevée quand les problèmes sont résolus. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que tout ce truc-là, ça a un lien et que c'est ce que vous devez faire, arriver à faire quand vous vendez votre produit pour qu'il y ait cet échange-là et pour que vous gagniez de l'argent. Ça, c'était pour le concept de base. Maintenant, un truc très important, vous devez comprendre qu'il y a deux types d'achats. Tac, deux types d'achats. Écoutez bien parce qu'il y en a un qu'on doit focus et l'autre qu'on doit éviter. Donc le premier type d'achat, c'est les achats qu'on appelle price driven. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc typiquement, je vous donne un exemple, un client va regarder chez un concurrent à vous, il va voir que bon, le prix, par exemple, tu vas voir vous vendez, je ne sais pas, comme on a dit en début de vidéo, l'exemple des espèces de lanières là, pour soulager, on va dire le dispositif pour soulager les douleurs du dos. Il va voir chez un de vos concurrents que le produit est à 100 euros et il va venir sur votre site, il va voir que le produit est à, vous le proposez, je ne sais pas, à 80 euros. Et il va voir que chez vous, c'est moins cher, donc il va se dire, bon, bah, c'est moins cher, du coup, j'achète, il va acheter chez vous, tout simplement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle donc un achat price driven. Voilà. Ensuite, il y a les achats qu'on appelle value driven. Et cela, c'est cela qu'il faut focus. Parce que ces achats-là, c'est parce que ces achats-là, en fait, c'est ceux-là qu'on recherche, puisqu'ils en fait, ils vont être liés à l'image de marque. Les gens vont se dire, OK, parce que déjà, ces achats vont vous permettre, ces achats-là, les gens, ils vont dire, en fait, en gros, ces achats-là, les gens, ils vont se dire, même si c'est cher, en fait, les gens, ils vont se dire, ah, c'est que c'est de la bonne qualité si c'est cher, en fait. Donc, vous pouvez, en fait, augmenter vos prix quasi tout le temps avec des achats de type value driven, puisqu'en fait, ça va être la valeur, elle va être dans votre image de marque. Plus vous avez une image de marque qui est importante, plus elle est grande, plus elle se propage vite, plus vous allez en fait pouvoir vendre vos articles plus cher, puisque plus vos articles vont être plus chers, les gens vont se dire ah si c'est cher, c'est que c'est de la bonne qualité, j'ai confiance en cette marque, c'est une marque machin, j'ai vu tel influenceur avec cette marque, donc je le veux. Et c'est ces achats qu'on recherche et qu'il faut focus, les gars. Value driven, c'est vraiment ce qu'on recherche. On ne veut pas être le fond du paquet en faisant des achats price driven en mode ouais, bon, lui il est moins cher, voilà, on se met le deuxième moins cher, on va avoir quelques achats, mais ça ne va pas être intéressant puisque bah, il y aura des gens qui à côté vont faire du value driven et qui vont pouvoir vendre le produit 10 fois plus cher que vous en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut en fait focus le value driven. Et c'est pour cela qu'on doit développer une offre de fou
et une image de marque de fou. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir gagner le plus d'argent possible et être le plus profitable possible. Donc, étape numéro 5, qu'est-ce que j'aurais fait? Le branding. Donc, c'est une étape que je trouve très cool parce que c'est vraiment l'étape où vous allez en fait créer tout votre petit monde autour de votre marque. Pour ceux qui ne savent pas, le branding, c'est vraiment en fait l'action de mettre votre logo sur votre produit, créer les emballages customisés pour votre marque. Donc, vraiment, c'est toute une étape qui va être très importante parce que c'est ce qui va déterminer votre marque et si c'est stylé et si les gens vont vouloir l'acheter en fait tout simplement. L'étape de branding, donc tout d'abord, il va falloir commencer en fait par sourcer votre produit en fait, puisqu'on a vu que juste avant, on prenait donc notre produit, on réfléchissait dans quel pays le lancer et on créait notre offre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir sourcer votre produit. Donc ça, on le fait via des sites comme Alibaba ou 1688, où on va chercher en fait tous nos produits, on va les sourcer, on va trouver un bon agent. Ça, c'est une étape très importante. Donc, pour le sourcing, en fait, voilà. Donc, sourcing, aussi trouver un agent, comme je vous l'ai dit. Donc, trouver un agent, j'ai une petite astuce pour vous, puisque il y a des agents, en fait, que ça va être compliqué de travailler avec eux. Des fois, bah, ils ne comprennent pas trop ce qu'on dit, des fois, ils ne sont pas réactifs. Et il faut faire attention à trouver des gens de confiance, en fait. Donc pour trouver des gens de confiance, nous ce qu'on a fait, c'est que on est allé donc sur Alibaba et sur 1688 et ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que on a contacté le maximum d'agents possible. Donc on a contacté le plus d'agents. Tac. Et en fait, on a fait en sorte de garder ceux qui répondent le plus rapidement possible et ceux qui paraissent le plus sérieux possible. Donc c'est comme ça qu'on a fait en sorte d'avoir un agent qui est réactif. Parce que si vous avez un agent qui répond tous les 5 jours, ça va être compliqué vraiment de commencer à monter une marque avec lui. Et s'il y a des commandes qu'il va falloir bouger, si vous voulez rajouter des cartons, machin, ça va être un bordel en fait niveau logistique, ça va être un gros bordel. Donc un gros conseil, essayez d'abord de trouver un agent de confiance, un agent fiable. Donc, vous pouvez procéder comme ceci pour en trouver un. Au niveau donc du produit, vous devez donc pour faire du branding vous devez en fait tout voir avec votre agent. C'est pour ça que je vous dis que ça a une importance capitale parce que en fait ça va être lui le lien entre vous et vos fournisseurs, donc l'usine qui va s'occuper de tout faire. Au niveau des modifs qu'on peut faire, je vous l'ai dit, donc il y a tout ce qui est emballage, tout ce qui est la partie vraiment emballage, où vous pouvez vraiment customiser tout, que ça soit du carton ou même rajouter peut-être un petit sac quand vous déballez votre produit par exemple. Ça va être aussi les modifications au niveau du produit. Donc vous pouvez modifier la taille du produit, vous pouvez modifier en fait tout. C'est ça qui est cool. Bien entendu, ça va vous coûter plus cher. Donc nous, modification du produit, on avait rajouté par exemple des gravures laser avec le logo. Voilà. Vous allez avoir aussi la possibilité avec tout ça de rajouter des logos. Toutes ces choses-là, en fait, elles ont un point commun, c'est qu'elles vont nécessiter des intervenants graphistes, des gens qui s'y connaissent en graphisme, et que ça soit 3D ou 2D d'ailleurs. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça se trouve, vous pouvez essayer de le faire, mais ça va être compliqué. Vous pouvez aussi essayer de le générer via des IA, mais je vous conseille pas. Là, on parle vraiment d'une marque, on parle pas d'un shitty product qui va durer un mois. Là, on parle vraiment d'un truc qui va durer des années. Donc, ce que je vous conseille, c'est soit vous essayez de vous le faire vous-même. Donc, pour ça, vous avez des outils comme Canva. Après, pour tout ce qui est mockup 3D, je sais pas, je connais pas trop, à moins d'aller sur Blender et taper vraiment de la modélisation 3D. Voilà. Mais sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est soit de recruter des gens sur Fiverr ou sur 5euros.com anciennement. Voilà. Ou sinon, j'ai une stratégie, un petit tips perso que je peux vous donner, c'est via Malte en fait. Via Malte, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a beaucoup de freelance sur Malte, de freelanceurs
avec lesquels vous pouvez en fait négocier des contrats en fait. En gros, pour vous expliquer, pour faire simple, vous pouvez leur dire salut, écoute, je suis en train d'essayer de créer une marque, j'aurais besoin que par exemple tu me fasses un logo, mais je te propose, au lieu de te faire un contrat classique, au lieu de te payer directement, ce que je peux faire, c'est soit j'attends d'avoir mes premières ventes et tu touches un pourcentage sur les ventes pendant un laps de temps en fait. Vous pouvez essayer de monter des contrats comme ça et au lieu de juste qu'ils travaillent une fois avec vous, essayer de transformer en associé en fait. Quelqu'un qui va travailler fréquemment, vous pouvez lui dire écoute mon gars, si tu veux, je crée ma marque, bon certes au début tu me fais un logo, je te paye pas, mais c'est en mode après tu vas toucher un pourcentage récurrent sur les mois qui vont arriver. En gros, essayer de les transformer en associés. Et ça, faire des offres comme ça à des freelanceurs, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que ils débutent tout simplement. J'étais moi-même freelanceur avant de lancer tout ce qui était e-commerce et mon agence. Mais ouais, j'étais vraiment freelanceur et dès que moi je sais que si on m'avait fait des offres comme ça dès le début, j'aurais sauté sur l'occasion et je me serais dit vas-y j'y vais, ça me fait des petits revenus tous les mois après. Certes, je suis pas payé au début, mais il y a de grandes chances que je sois payé après. Et surtout, il prend aucun risque. Et vous aussi, vous prenez aucun risque. Donc c'est ça, ça évite de lâcher comme ça 300, 400 balles pour vous faire un logo, pour vous faire des modèles 3D d'un coup, quoi. Alors, sachant que vous n'êtes même pas sûr de faire des ventes après. Donc ça, c'est la petite astuce avec Malte. Donc n'hésitez pas, passez sur Malte. Ne focussez pas Fiverr comme tout le monde. Certes, vous avez des prix vraiment très concurrentiels, avec, surtout si vous allez dans des pays un peu moins développés. Vous allez au Pakistan, tout ça sur Fiverr, vous pouvez trier, vous avez des prix qui sont un peu mieux. Mais si vous voulez vraiment travailler avec, par exemple, des Français, vous pouvez directement en fait aller sur Malte et essayer donc de négocier avec eux. Ensuite, une fois que vous avez donc toute la partie, vous avez donc réfléchi à toutes les modifications en fait que vous voulez faire. Votre agent va normalement vous dire à chaque fois, chaque modification, combien ça va vous coûter. Il va vous envoyer des espèces de tableaux comme ça, avec justement votre produit, tel modif, machin. Ça fait en fait des upsells en gros, hein. Ça va vous coûter 2 euros en plus. La gravure, ça va être 8 euros en plus, machin. La livraison, puisque ça, il faut vraiment, vraiment s'y intéresser aussi, c'est très important. La livraison va vous coûter 80 balles, voilà, si vous avez un produit qui est plutôt lourd, machin. Donc ça va varier en fonction des agents et des marges qu'ils vont prendre à chaque fois. Parce que oui, les agents prennent des marges aussi, c'est normal. Mais donc vraiment, intéressez-vous aux livraisons, regardez quelle livraison est possible, pour combien, essayez de négocier avec votre agent. Parce qu'il y a des livraisons qui vont être disponibles que dans certains pays. Ils vont livrer par exemple en 3 jours vers le Royaume-Uni, mais par contre en Allemagne, ils vont mettre 28 jours pour livrer. Donc vraiment, renseignez-vous sur tout ce qui est livraison, puisque ça sera votre satisfaction client numéro 2, quoi. Après la qualité de votre produit, la livraison, il faut la prendre en compte, c'est impératif. Une fois que vous avez tout nickel, en fait, une fois que vous avez donc votre livraison, vous avez tout vu avec l'agent, ça rentre dans votre budget, toutes les modifications que vous avez faites, les designs, ça vous convient, tout rentre dans votre budget. Donc, il va vous falloir, vous allez demander à votre agent de vous envoyer ce qu'on appelle des samples, voilà, donc des échantillons en français. Donc, vous allez lui demander, hop, donc tu m'envoies un sample, comme ça, vous allez le recevoir chez vous, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble le produit, à quoi ressemblent les emballages en vrai, ce qui est super important. Je vous conseille de le faire ça une première fois avant de l'expédier à vos clients, en fait, puisque ça se trouve, ce que vous allez envoyer à l'agent, ça va être dégueulasse, la qualité de l'impression va être dégueulasse, les modifications produits, ça ne va pas convenir du tout. Donc, je vous conseille de vous envoyer un sample à vous. Comme ça, vous allez pouvoir checker tout manuellement. Une fois que donc, vous avez fait votre review manuel de votre produit et que tout vous convient, les emballages, le logo est nickel, vraiment le produit, les modifs dessus sont parfaits, le logo, la gravure laser, tout est bon, vous pouvez passer à l'étape d'après. Donc, étape numéro 6, j'aurais fait du marketing d'influenceur. Rien de mieux que du marketing d'influenceur pour développer une marque.
puisque les ads, c'est bien, ça va vous faire des ventes, mais au final, ça ne va pas développer votre marque tant que ça, en fait. Vraiment, l'image de marque, elle ne va pas être développée. Même si vous avez de l'organique à côté, ça va être bien, mais si vous voulez une croissance la plus rapide possible et exponentielle, vraiment, marketing d'influenceur, c'est simple. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. C'est que Nike, au début, comment ils ont fait pour être là où ils en sont aujourd'hui? C'est que Nike, au début, c'était une toute petite entreprise et il y avait des grosses entreprises autour. Il me semble, je sais pas, je veux pas vous dire de conneries, mais il me semble qu'il y avait potentiellement, ça devait être des trucs comme ça. Il y avait Converse, euh, peut-être Converse, voilà, Converse, Vans, tac, on a des marchés comme ça. Et Nike était tout petit comme ça représentait rien. Et tu avais une Converse et Vans à côté, enfin c'était géant. Euh, voilà. Et en fait, donc qu'est-ce que faisait Nike? Ils voulaient faire donc du marketing, en gros, du pseudo-marketing d'influenceurs, parce que là on ne parlait pas d'influenceurs, mais c'était quelque chose qui y ressemblait en fait. Donc au lieu d'aller voir des gros joueurs de basket très connus, ils allaient voir en fait des joueurs de basket beaucoup moins connus dans des divisions plus basses en fait, jusqu'au jour où ils sont tombés sur Michael Jordan, voilà, et ils ont étudié à fond son profil. Ils ont vu que c'est quelqu'un, ils ont dû péter un câble, ils ont dû se dire ok lui c'est quelqu'un qui va avoir une croissance de malade mental. Ils ont all-in sur Michael Jordan et c'est devenu le joueur de basket qu'on connaît à l'heure actuelle. Et ça a complètement changé en fait. Nike est devenue la marque qu'elle est aujourd'hui. Donc, vous avez donc deux stratégies pour pouvoir trouver vos influenceurs. Première stratégie. Donc, c'est soit vous avez beaucoup de budget, tac, c'est soit vous avez beaucoup de budget, et dans ce cas-là, vous pouvez donc all-in sur des gros influenceurs. Voilà. Des gens qui sont déjà des Michael Jordan. Donc là, ça va avoir des avantages, c'est que vous allez avoir une croissance très rapide, mais par contre, des désavantages, c'est que ça va vous coûter beaucoup de budget. Parce que plus les influenceurs sont connus, plus elles chiffrent vite, plus ça chiffre vite. Donc ensuite, vous allez avoir donc une deuxième stratégie. Voilà. Donc cette stratégie est dans le cas où vous avez un budget qui est moins grand, vous n'avez pas beaucoup de budget, donc moins de budget. La stratégie est la suivante, vous devez donc focus sur des micro-influenceurs. Donc tac, micro-influenceurs. Voilà. Donc ça a un avantage, c'est que ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent, mais ça a un désavantage, c'est que ça va prendre plus de temps. Moi, je vous conseille d'utiliser les micro-influenceurs pour développer votre audience. Tac. Développer votre audience. Et donc les macro-influenceurs, donc les gros influenceurs, les Dwayne Johnson par exemple, pour augmenter ou développer votre autorité. Vous comprenez la différence? C'est que en gros, ici, on va chercher à partir vraiment de zéro en termes d'audience et aller vers du 100K audience. Et ici, on va vraiment chercher à développer une autorité, à développer encore et à expandre en fait notre image de marque. Et comme ça, on augmente donc la valeur, ce qu'on disait tout à l'heure, et ça va nous permettre d'augmenter notre marge en vendant nos produits plus chers. Maintenant, donc pour les deux cas, comment vous devez trouver vos influenceurs? Il y a plusieurs conditions en fait que je vais vous donner, que nous, on a fixées et sur lesquelles on se base pour trouver nos influenceurs. Donc, tout d'abord, il faut que l'influenceur soit actif, tout simplement, tous les jours. La nuance est là. Tous les jours, il faut qu'il y ait de l'interaction, au moins potentiellement un post, des stories tous les jours.
vraiment un influenceur actif pour qu'il ait une communauté pas morte en fait, une communauté vraiment active. Au moins une story, hop, pardon, au moins une story plus une vidéo par jour. Voilà. Au moins une story ou une vidéo, voire une story plus une vidéo par jour. Donc ensuite, il faut une commu, donc une communauté engagée sous chaque post. Donc avec beaucoup de posts, avec beaucoup de commentaires, avec le créateur qui va venir répondre aussi à son audience. Donc vraiment qui y ait un lien en fait entre vraiment sa commu et le créateur. Et vraiment avoir une commu engagée en fait. Ensuite, dernier aspect, ça c'est mieux si c'est là, mais si c'est pas là, c'est pas très grave quand même, mais c'est d'avoir un canal en fait. C'est que l'influ est un canal. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros c'est la petite icône quand vous allez sur le profil d'un influenceur. Il peut avoir un canal en fait. Et ça va être en fait un espace privé où l'influenceur peut donc envoyer des messages. La communauté peut interagir avec ces messages. Ne peut pas forcément envoyer de messages, mais c'est en gros un espace privé pour renforcer les liens avec l'influenceur. Mais si l'influ a un canal, c'est encore mieux puisque ça veut dire qu'il est plus proche de sa communauté. Donc ensuite, ce que nous on regarde, ce qui est très important pour nous, c'est de savoir si l'influenceur aime notre produit ou non. Parce qu'en fait, s'il est là juste pour toucher l'argent qu'on va lui donner, nous, on ne va pas forcément travailler avec lui, on ne va pas du tout travailler avec lui. Il faut vraiment que l'influenceur ait vraiment un attachement avec le produit, en fait, qu'il le trouve cool et qu'il ait envie de l'essayer. Sinon, on ne travaille pas avec l'influenceur. Et enfin, pour avoir quand même des stats, ce qu'on s'était fixé, c'était en gros 30% minimum de vues sur les stories. Sur ces stories, hein, bien entendu. Tac. Donc voilà, ça c'est en gros à peu près notre liste sur laquelle on se base pour vraiment trouver les influenceurs. Voilà. Donc vous pouvez vous baser sur ça, je vous conseille de le garder quelque part, de prendre des notes là-dessus pour pouvoir l'avoir, pour vraiment y penser. Maintenant, une fois que vous avez donc trouvé votre influenceur, vous devez créer une offre. Encore une offre. Donc il va falloir en fait créer une deuxième offre pour pouvoir convaincre l'influenceur de travailler avec vous. Donc comme offre, tout simplement, nous au début, on avait une offre, c'était vraiment en mode on offrait le produit, donc un produit offert, on lui envoyait notre produit, donc un produit offert plus peut-être un upsell ou quelque chose, quand j'appelle ça un upsell, c'est pour nous, nos clients, on leur fait des upsells, mais par exemple on offrait des stickers, donc vous pouvez offrir donc un produit à l'influenceur plus des stickers par exemple, et derrière lui demander un post plus une story. Voilà, ça va être en gros votre offre. Voilà. Ça, c'est votre offre. Maintenant, il va vous falloir essayer de convaincre l'influenceur avec cette offre. Bien entendu, le post et la story, vous devez donc ajouter en fait un code promo pour l'influenceur, voilà, pour que ce code soit applicable sur votre site, donc pour vos potentiels clients. Une fois que vous avez créé votre offre, vous allez devoir en fait contacter l'influenceur, tout simplement. Et donc, pour contacter l'influenceur, je vais vous donner quelques recommandations. Vous devez lui envoyer un message personnalisé. Tac, un message perso en lui expliquant ce que vous faites. Tac. Et pourquoi vous travaillez avec des influenceurs. Pourquoi vous voulez travailler avec des influenceurs. Tac. Voilà. Vous devez aussi faire en sorte d'avoir en fait un profil clean, un profil vraiment qui fasse professionnel, un profil qui donne envie qu'on travaille avec, donc un clean profil, vraiment, voilà, un profil vraiment clean, avec une bio pareille bien faite, quelque chose de vraiment professionnel. Et aussi, petit tips, si vous pouvez aussi faire en sorte de payer la certif sur Insta. Maintenant qu'on peut en fait, on peut l'avoir avec un abonnement. Donc je vous conseille aussi de payer la certif. Ça augmente
vraiment les pourcentages avec lesquels vous pouvez convaincre les influenceurs. Vraiment, on sait de quoi on parle. Quand on a payé l'assertif, il y a eu une vraie diff. Donc, n'oubliez pas, vous avez vraiment la possibilité en fait de payer cette certif là. Mais avant tout, vraiment le plus important, voilà, clean profil, bio clean aussi. Et comme ça, vous pouvez comme ça, en fait, vous augmentez les chances, le pourcentage de chances de convaincre l'influenceur et de pouvoir travailler avec. Donc, maintenant, on va passer à la dernière étape, donc l'étape bonus, la numéro 7, qui va concerner le scaling. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait pour scale? Comment j'aurais scalé après avoir travaillé un petit peu avec mes influenceurs? Au bout d'un moment, on va sentir quand même une petite baisse, un moment un peu un creux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour scaler? Je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques tips. Déjà, je vais vous expliquer un concept de base qui, moi, m'a fait un petit peu, j'ai eu un déclic en fait quand je l'ai entendu. Et ça m'a permis en fait d'augmenter à fond la productivité au sein justement de cette marque et donc d'avoir de meilleurs résultats. Donc il faut imaginer que ça, c'est vous, encore une fois. Tac. J'aime bien dessiner des bonhommes. Ça, c'est vous. Et ça, voilà. Tac, tac. C'est votre business. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est donc une fusée. Tac. Voilà. Ça, c'est une fusée, en gros. Et ça, c'est votre marque. Voilà. Et ça, c'est, on va dire ici, ça c'est la planète, c'est une planète en mode, c'est votre goal, c'est votre objectif en fait, c'est l'objectif de votre marque. Voilà, on va dire que c'est, imaginons votre objectif, 1 million de CA par mois, de CA par mois. Voilà. Et en fait, pour pouvoir atteindre cet objectif, votre marque, votre fusée, elle a besoin donc de carburant. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à maintenant? Elle a besoin de carburant. Et pour pouvoir créer ce carburant, il faut que vous imaginiez ici un feu de camp. Voilà. Voilà, je fais une petite flamme. Donc ici, c'est un feu de camp. Et vous allez pouvoir, avec ce feu de camp, en faisant un listing de toutes les tâches nécessaires que vous faites tous les jours pour votre marque. Donc par exemple ici, on va avoir, je vais lister des tâches. Donc répondre à des emails. Voilà. Faites enfin toute la partie SAV, on va dire. Comme on va dire, recruter des influenceurs. Voilà, recruter des influx. La compta. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? De tête comme ça. On va dire l'organique, la partie organique de la marque. Voilà. Et plein d'autres tâches. En gros, le problème, quand on a une marque, quand on crée n'importe quel shop en fait, que ce soit du dropshipping, du e-commerce, au bout d'un moment, on commence à partir en couille. On part dans plein de directions, on veut faire plein de tâches dans le désordre, machin. Et en fait, vous devez comprendre que pour atteindre vos objectifs sur votre marque, vous devez être organisé le mieux possible, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie professionnelle aussi. Mais ici, cet exemple, il va vous permettre de comprendre que, en gros, toutes les tâches qui sont pas utiles, toutes les tâches qui vont être moins utiles que d'autres. Donc en gros, je m'explique toutes les tâches qui n'ont pas de levier réellement dans votre marque. Donc ça veut dire, par exemple, recruter des influenceurs. Ça va permettre bien plus le développement de votre marque que, par exemple, faire répondre à des emails. Ça veut dire que cette tâche-là, répondre à des emails, tac, je vais faire comme ça. Hop, j'essaie de la prendre sans prendre le reste. Nickel. Et la brûler. Et en fait, en brûlant cette tâche, ça va vous permettre de créer du carburant pour votre marque, pour votre fusée, pour qu'elle puisse gagner en hauteur et vous rapprocher de vos objectifs. En fait, ça veut dire que toutes les tâches qui ont un levier moindre par rapport à des tâches comme recruter des influx, développer le côté organique de la marque, faire vraiment des ads, donc créer du trafic payant,
toutes ces tâches qui vont vous permettre de scale et qui ont vraiment un gros levier sur le développement de votre marque, il va falloir les privilégier face à des tâches comme la comptabilité, répondre à des emails. Et ces tâches-là, vous devez, les tâches de merde comme ça, qui ne vont pas vous aider dans le développement de votre marque, vous devez les déléguer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Je vous conseille de, quand vous avez votre marque, de faire une liste de toutes les activités, toutes les tâches que vous faites dans votre journée et de virer et d'essayer de déléguer celles qui vous font avancer vers vos objectifs le moins, en fait, qui vous font le moins avancer vers vos objectifs. C'est ça le plus important pour la phase de scaling. Et ça, vous devez le faire souvent. Vous devez vraiment poser toutes les tâches que vous faites et pour pouvoir être le plus efficace possible. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez implémenter en plus pour pouvoir développer votre marque encore plus. Donc, jusqu'à maintenant, on avait un marketing, un trafic qui était uniquement influenceur et organique. Voilà. Maintenant, il en manque un. Ça va être donc le trafic payant via, tout simplement, vous connaissez, des ads. Donc, vous devez implémenter tout ce côté ads, donc via, par exemple, des ads sur TikTok, des ads sur Facebook, Insta, Pinterest aussi. Voilà, vous avez plein de choix. Mais pour maintenant, une fois que vous voulez scaler, vous pouvez donc développer un trafic payant, en plus de votre trafic en organique et des influenceurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour pouvoir scaler votre marque? Il y a quelque chose, on n'y pense pas forcément, mais c'est un truc, ça marche énormément sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle les concours slash giveaway. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour pouvoir développer votre marque. Donc, je vous mettrai une image de la marque de Greta Van Riel, les montres de FIF. Et vous voyez que le giveaway qu'elle a fait, c'est un giveaway basé sur le tag to win. Vous connaissez, en gros, c'est vous identifier un ami, voilà. Et ce type de giveaway, c'est la meilleure façon de développer une audience, surtout si vous travaillez en partenariat avec un influenceur sur le giveaway. Ensuite, vous pouvez aussi tout simplement rajouter des produits. Donc, commencez à réfléchir à d'autres produits en lien avec la niche dans laquelle vous êtes. Donc, rajouter des produits. Hop, si par exemple, vous vendez un produit pour des animaux, donc imaginons pour des chats, vous pouvez envisager donc produits pour chats. Vous avez donc toute la niche des produits pour chats. Donc, si vous vendez, je ne sais pas, une fontaine à eau pour les animaux, voilà, vous pouvez commencer à envisager à vendre des paniers pour les animaux. Donc, commencez à rajouter des produits pour offrir après un catalogue, pour pouvoir offrir un gros catalogue à vos clients et encore plus développer votre marque. Ensuite, si jusqu'à maintenant vous avez travaillé uniquement avec des micro-influenceurs, c'est le moment aussi de passer sur des macro-influenceurs, donc passer sur des gros influenceurs comme on le disait juste avant, pour accroître votre, on l'a dit juste avant, notoriété. Votre notoriété, tac. En gros, la phase de scaling, ça va être de passer du micro vers le macro, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'était quelques tips que vous pouvez mettre en place pour pouvoir scaler. Je vous conseille surtout le petit tips du giveaway, puisque même Greta Van Riel, qui est une grosse entrepreneuse et qui a beaucoup de shops en e-commerce, beaucoup de marques en e-commerce, elle a dit que vraiment, elle, c'est ce qu'elle faisait souvent, même des connaissances à elle, et que c'est grâce à ces giveaways qu'ils arrivaient à avoir les plus gros chiffres possibles en fait, en termes de développement de marque et d'audience. C'était tout pour ces conseils au niveau du scaling. Maintenant, vous connaissez toutes les étapes pour pouvoir créer une marque de e-commerce de A à Z en 30 jours. C'est comme ça que je procéderai. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Vous devez donc mettre en place toutes ces étapes. Réfléchissez bien, vous n'avez plus qu'à passer à l'action, toujours passer à l'action, ne restez pas statique, essayez les choses et même si vous ne suivez pas les étapes à la lettre que je vous ai citées et comment je vous les ai expliquées, c'est pas grave, le principal c'est de faire les choses et même si vous faites des erreurs, vous aurez quand même l'expérience et après
vous pourrez vous relever et tout casser. Moi, je vous souhaite bonne chance pour développer votre marque. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Rémi et je vous dis à la prochaine.